Bonsoir, il est 18h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bienvenue à vous dans ce journal. À la une de l'actualité, les obsèques nationales du président Idriss Déby prévues ce vendredi 23 avril. Le président tchadien décédé ce mardi au front. Un conseil militaire de transition à la tête du pays dirigé par son fils Mahamad Idriss Déby. La mort de celui qu'on surnommait le maréchal risque de déstabiliser le Tchad. Plusieurs enjeux sécuritaires notés dans la sous-région. Plusieurs chefs d'État se sont inclinés devant la mémoire du défunt, dont le chef de l'État Macky Sall. Justement, ici à Dakar, les travailleurs des 3 centres de traitement épidémiologique de l'hôpital principal sont en colère. Depuis 4 mois, ils courent derrière leur motivation. L'Alliance des syndicats autonomes de la santé réclame également le paiement des primes Covid-19 dues aux ayants droit. Ils ont tenu un point de presse à la place de leur sit-in. Sud-Soir. Aïssatou Gueiba. À la présentation, Papa Abdoulaye Diaye assure la mise en onde de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Mort de Idriss Déby, président tchadien. Les obsèques nationales du président Idriss Déby auront lieu vendredi 23 avril à Djamena, avant son inhumation dans sa région nationale dans l'extrême sud, a annoncé la présidence ce mardi 20 avril. Après son décès, l'armée a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale et du gouvernement. Le général Mahamad Idriss Déby succède ainsi donc à son père, le défunt maréchal. Mahamad a formé un conseil militaire de transition qu'il dirigera pendant 18 jours. Un conseil composé de 15 membres. Qui est Mahamad Idriss Déby? La question s'impose. Pour en parler, nous avons avec nous sur ce plateau Baye Omar Gueye, directeur général de Sen Radio, journaliste également. Bonsoir Baye Omar. Bonsoir Aïssatou. Alors, vous pouvez revenir sur l'homme qui est véritablement Mahamad Idriss Déby. Oui, il faut retenir que la disparition brutale de Déby a propulsé Mahamad Idriss Déby au devant de la scène, même si ce n'était pas dans les schémas de son père qui avait créé le poste de vice-président en novembre 2019 et voulait nommer son fils Abdelkerim Idriss Déby actuellement directeur de cabinet de son père. Il est évident, Aïssatou, que ce choix porté sur ce jeune homme pas très au fait des questions étatiques a été approuvé par la France eu égard au communiqué du Quai d'Orsay. La mort de Déby est une vacance et par conséquent c'est le président de l'Assemblée nationale Haroun Kabadi qui devait assurer la vacance et organiser du coup les nouvelles élections. Ce coup d'état militaire organisé par le fils, si l'on veut, risque de ne pas obtenir l'assentiment des autres fils et membres du clan installés dans l'appareil militaire et contrôlant les secteurs économiques du pays, à savoir le fils aîné de Déby, Zakaria, ambassadeur à Abu Dhabi, Abdelkerim est directeur de cabinet civil, parmi les plus en vue ayant été affiché et lui-même a affiché les ambitions de succession, sans compter que les rebelles du FAC qui ont mis fin au règne de Déby ont été bloqués par des manœuvres françaises pour retarder leur entrée dans la ville et finalement un autre schéma a été qui a permis l'ascension du fils. Autrement dit, Aïssatou, le nouveau président du CMT devra assurer sa propre sécurité tout d'abord au sein d'un clan auquel il n'appartient pas et qui va difficilement l'accepter. Merci beaucoup Baye Omar Gueye. Mais au fond, qui est-il réellement? On parle de Mahamad Idriss Déby. Oui, Mahamad Idriss Déby Aïssatou est âgé de moins de 30 ans. Il est un jeune soldat de l'armée tchadienne. Son nom, Kaka, révèle qu'il est un enfant naturel. Mahamad, fils de sa grand-mère, c'est une parenthèse là. Son père était un homme brave qui était dans l'armée tchadienne et a fait la guerre avec la Libye. Il est décédé dans un accident de circulation. Il est détenu Goran et pas Zakawa comme Idriss Déby. Idriss Déby l'a rencontré par hasard en visitant une caserne car il est le portrait caché de son défunt père. Il lui propose de l'adopter
et il en fait son fils. D'adjudant, il en a fait un général et le met à la tête de la garde présidentielle. Il a fait une brève formation aux États-Unis. Il est envoyé à la tête du contingent tchadien au Mali. C'est un bon militaire, il faut le dire, qui a du courage également et qui a le sens surtout du commandement, mais ne veut pas être à la tête d'un État et le gérer qui veut. Donc on peut retenir que le général Mohamed Idriss Déby n'est pas vraiment le père ou n'est pas vraiment le fils du défunt maréchal. C'est cela. Voilà, merci beaucoup Baï Omar. Que nous terminons, ou plutôt nous continuons l'actualité. Donc d'ici 18 mois, tous les acteurs politiques, ou plutôt le Tchad, qui impose un couvre-feu sur toute l'étendue du territoire national. Les frontières terrestres et aériennes restent également fermées. Le consul général du Tchad à Dakar regrette et a réagi à la mort du président Idriss Déby. Une nouvelle page s'ouvre ainsi donc au Tchad. Ce conseil militaire de transition peut donc apaiser les esprits afin d'organiser les élections libres et transparentes. D'ici 18 mois, tous les acteurs politiques doivent se retrouver pour discuter du fichier électoral et voir comment organiser les élections de manière libre et transparente. Et je vous le disais en titre, plusieurs chefs d'État se sont également inclinés ce mardi devant la mémoire du président tchadien Idriss Déby. Parmi eux, le chef de l'État Macky Sall. À travers un tweet, Idriss Déby a contribué à la stabilité du Sahel. Le chef de l'État Macky Sall présente d'ailleurs ses condoléances au Tchad. Le président tchadien mortellement blessé donc lors d'affrontements avec des rebelles ce week-end. Il venait d'être réélu pour un 6e mandat selon les résultats provisoires annoncés ce lundi. C'est au lendemain de l'annonce de sa réélection à la présidence pour un 6e mandat que le chef de l'État tchadien Idriss Déby Itno est décédé. Il aurait succombé à des blessures reçues au combat ces derniers jours. Des ministres et des officiers de haut rang avaient pourtant indiqué hier lundi que le chef de l'État s'était rendu samedi et dimanche sur le front, opposant son armée à une colonne de rebelles qui avait lancé une offensive à partir de bases arrière en Libye le jour du scrutin, le 11 avril dernier. L'armée tchadienne avait affirmé avoir tué plus de 300 rebelles, fait 150 prisonniers et perdu 5 militaires dans des combats. Le pouvoir assurant que la situation est sous contrôle. Et samedi dernier, le gouvernement avait affirmé que l'offensive dans les provinces du Tibesti et du Kanem avait pris fin, mais des combats avaient repris dimanche en fin d'après-midi. Né en 1952 à Berboda, Idriss Déby Itno est diplômé en aéronautique. Il participe au mouvement de rébellion de 1980 à 1984 contre Goukouni Wedei. Se trouvant en désaccord avec le nouveau pouvoir, il part en exil à partir de 1989 et crée en 1990 le mouvement patriotique du salut, le MPS. La même année, ses forces s'emparent de N'Djamena et chasse Hissène Habré du pouvoir, dont il s'empare le 4 décembre. Il est officiellement élu en 1996, 2001, 2006 et en 2011 avec 88% des voix. Promu au rang de maréchal en août dernier, il venait d'être réélu pour un mandat de 6 ans avec 79,32% des suffrages exprimés selon des résultats provisoires énoncés hier lundi au soir par l'instance électorale nationale. Il avait fait campagne en se présentant comme le seul à être en mesure de garantir la stabilité dans la région. Aujourd'hui, il est mort comme il aura vécu, les armes à la main. Après l'annonce de son décès, le gouvernement et l'Assemblée nationale sont dissous et c'est Mohamed Idriss Déby, un de ses fils âgé de 37 ans, commandant en second des armées tchadiennes, qui est désigné président du Conseil militaire de transition. La disparition de Idriss Déby risque de déstabiliser le Tchad et d'exacerber par la même occasion la crise sécuritaire dans le Sahel. Le Tchad est le véritable ou contre le débordement des crises libyennes et centrafricaines, prévient le directeur de Timbuktu Institute. Dr Bakary Samb rappelle l'importance du Tchad dans le dispositif de lutte contre le djihadisme. Il est avec Issegnan. Tout d'abord, il faudrait mesurer l'impact de cet événement sur la stabilité interne du Tchad, sachant que sa tribu, les Agawa, détenaient le pouvoir depuis plus de 30 ans. Cela va causer un certain déséquilibre et des risques d'instabilité au Tchad même. Si le Tchad devient instable, il faudra se rappeler que le Tchad était jusqu'ici le verrou qui empêchait le débordement de la crise libyenne vers des verrous vers le Sahel, mais aussi de la crise centrafricaine vers l'Afrique de l'Ouest et d'autres pays, sans oublier maintenant les tensions qui sont encore vives au Soudan.
Maintenant, au regard de son engagement avec le G5 Sahel et la présence de ses soldats depuis le déclenchement de la crise malienne dès l'assaut de 2013 et jusqu'à présent sur le positionnement au Litako-Gourma dans la zone des 3 frontières du Niger, du Burkina Faso et du Mali, on voit qu'il y a une grosse inquiétude. Au moment où cela se passe, ça coïncide avec une intention de désengagement de la partie française qui s'achemine vers des élections où Emmanuel Macron est très critiqué sur sa présence au Sahel, mais aussi du désengagement de certains Européens. Donc le Tchad assurait jusqu'ici le service après-vente de la lutte contre le djihadisme en Afrique de l'Ouest, en ayant une présence assez forte dans cette région-là, mais aussi en constituant un véritable verrou contre le débordement des situations libyennes et centrafricaines vers l'Afrique de l'Ouest. Ces événements créent souvent une fragilisation de l'État, ce qui entraîne un positionnement de l'armée. Le président de l'Association des juristes africains alerte Papa Ogosek est joint par Elhadj Malik. Oui, en fait, souvent, à l'issue de ces événements, il y a une tendance pour l'armée un peu à se positionner en général. Et il y a aussi tendance à une sorte de fragilisation de l'État, comme je l'ai dit tantôt. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé un peu en Libye, en Égypte, un peu partout, quand il y a disparition du chef de l'État de façon brutale. Donc, ça peut créer un désordre et c'est un peu ça le danger. La fragilité de l'État, ici, va certainement se confirmer à travers ces événements et je pense donc que le risque, c'est vraiment de créer des désordres et que l'armée aussi risque également de se positionner. Quel est l'avenir du Tchad sans Idriss Déby? Oui, l'avenir du Tchad sans Idriss Déby, cet avenir ne pourra pas être envisagé sans une intervention, en quelque sorte, des puissances étrangères. Donc, c'est sûr que les puissances étrangères doivent aider à rétablir un peu cette situation-là, sans doute, et ce qui fait qu'il faudra tout un agenda pour remettre de l'ordre. Il faudra un nouvel agenda républicain et organiser aussi peut-être la transition démocratique qui va s'imposer de fait. Sud FM, l'info, c'est ici. Je vous le disais en titre, l'Alliance des syndicats autonomes de la santé devait tenir un sit-in ce mardi, mais en lieu et place de ce sit-in, ils ont tenu un point de presse pour réclamer le paiement des primes Covid-19 dues aux ayants droit. Toutes les tentatives pour une issue heureuse sont restées vaines. Ses membres exhortent le président à réparer cette injustice. Si rien n'est fait, il compte passer à l'étape supérieure. Ismaël Marcel Colli. L'Alliance des syndicats autonomes de la santé s'insurge contre le non-paiement des primes Covid-19 aux ayants droit, nous dit Issa Gueye, président du district nord de Andeguessem. Pour le personnel étatique, ils ont reçu 6 mois de motivation à hauteur de 50 000. Pour le personnel municipal, quelques municipalités, quelques personnes de ces municipalités ont reçu une somme, mais pas intégralement. D'aucuns ont reçu 3 mois, d'autres 2 mois, mais il y a la majorité qui n'a reçu aucun franc de ces fonds. Et c'est ce qui est déplorable. Mais aussi, on ne va pas oublier le personnel communautaire. C'est le personnel le plus exposé. Ils ont été oubliés dans cette motivation du personnel socio-sanitaire. Le troisième point, à l'orée de la deuxième vague, le président de la République, son Excellence, avait annoncé qu'il va reprendre cette motivation, alors qu'on n'a rien vu depuis le début de cette deuxième vague. Toutes les tentatives à l'endroit des autorités sont restées vaines. Poursuit toujours Issa Gueye. Nous avons essayé, nous avons tenté de prendre contact avec les autorités. Toutes les autorités ont été contactées, mais malheureusement, rien n'a été fait. Et là, c'est l'occasion aussi de remercier, là où nous sommes, le médecin-chef de district, parce qu'elle a pris par devers elle toutes les dispositions en mettant sur pied la liste du personnel qui devait bénéficier de ces fonds. Quand je dis la liste du personnel, c'est les municipaux, le personnel communautaire, et les a déposés au niveau de la sous-préfecture. Depuis lors, rien n'a été fait. Les membres de l'Alliance des syndicats autonomes exhortent le président de la République, Macky Sall, à rétablir l'ordre. On ne parle même pas du ministère de la Santé. Nous nous adressons directement au président de la République. Monsieur le Président, pour éviter des problèmes dans ce secteur de santé, qui est vital, remettez l'ordre dans ces fonds Covid. Parce que nous disons non et nous disons non. Le syndicat a tenu un point de presse en lieu et place d'un sitting prévu ce mardi à Dakar.
Ismaël Marcel Colli, les travailleurs de 3 centres de traitement épidémiologique de l'hôpital principal de Dakar sont également en colère. Depuis 4 mois, ils courent derrière leur motivation. Le ministère de la Santé et la direction de l'hôpital se renvoient la balle pour leur paiement, ce qui met les travailleurs dans tous leurs états. El Hadj Mansour Ndao, secrétaire général de SUTSA, section hôpital principal de Dakar, est joint par Mame Diarra da Silva. Madame, vous savez, en tant que responsable et en tant que délégué de personnel aussi, ça fait plus de 4 mois, depuis le mois de janvier, depuis la deuxième vague, on n'a pas eu à percevoir les motivations par rapport aux éléments qui sont dans les CTR. Je dis bien, c'est partout à Dakar, partout dans le Sénégal. Je ne sais pas les autres hôpitaux régionaux, mais ici au niveau de l'hôpital et au niveau des autres hôpitaux, aucun centre de traitement n'a reçu sa motivation. Et tous les centres sont sous la responsabilité du ministère de la Santé. C'est pas des établissements publics de santé. Certes, ils sont implantés dans les établissements publics de santé, mais la gérance, c'est du ministère de la Santé que ça incombe. Et la motivation aussi, ainsi. Elle est due à quoi? On a eu à faire des démarches au niveau interne et au niveau du ministère de la Santé. Ici, au niveau de la direction de l'hôpital principal, c'est du ressort du ministère de la Santé. Les subventions qu'ils ont reçues, c'est pour le fonctionnement des CTR. Quand on dit fonctionnement, moi je m'en limite à ça. Ils disent que fonctionnement, le paiement des motivations n'en fait pas partie. On allait voir au ministère, ils nous disent que on a déjà fait la subvention pour les hôpitaux. Maintenant, tout ce qui est motivation est du ressort des établissements publics de santé. Pour dire, les hôpitaux, et eux, ils dégagent leurs responsabilités. Le ministère de la Santé refuse de payer, les hôpitaux disent que c'est au ministère de la Santé de payer. Et vraiment, on en a marre. Voilà le mot. Vraiment, c'est des pères de famille qui ont resté depuis le début de la deuxième vague, être dans des conditions extrêmement difficiles. Madame, vous savez que pour 4 heures de temps, les EPI que les travailleurs de ce pays portent, ils leur portent 4 heures de temps avant de pouvoir les enlever. Est-ce qu'eux, ils peuvent se mettre à la place de ces gens-là? Alors à présent, qu'est-ce que vous comptez faire? Le CT de l'hôpital principal, on va organiser un point de presse pour informer l'opinion nationale, surtout le président de la République pour son message. Parce que nous n'avons pas demandé à être là-bas, on nous a affectés là-bas. Vraiment, vraiment, madame, et on va essayer de coordonner avec tous les CT de Dakar et même des autres régions qui n'ont pas encore perçu pour une plus ample information. Parlons justement de la situation épidémiologique au sein du pays. Le taux d'incidence poursuit sa baisse dans le pays. Selon les données du ministère de la Santé et de l'Action sociale, 15 nouveaux cas détectés sur 911 tests réalisés, soit un taux de positivité de 1,65%. Le pays déplore cependant 4 décès liés au coronavirus. 140 patients sont encore sous traitement. Suivons les précisions du directeur de la prévention, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye. Sur 911 tests réalisés, 15 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 1,65%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 7 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 8 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. Dans la région de Dakar, nous avons 4 cas, dont 1 aux Almadies, à Liberté 6, Mbao et Nord Foire. Dans les autres régions, nous avons également 4 cas, dont 2 à Vélingara, 1 à Kolda et à Matam. 61 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 17 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 4 décès ont été enregistrés ce lundi 19 avril 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 39 836 cas ont été déclarés positifs, dont 38 600 guéris, 1095 décédés et donc 140 patients sous traitement. Et retenez que 380 665 personnes ont déjà été vaccinées depuis le début de la campagne sur toute l'étendue du territoire, selon le ministère de la Santé et de l'Action sociale. La coordination des étudiants de l'UGB de Saint-Louis et celle des étudiants de l'université Alioune Diop de Bombay
ont sorti ce lundi un communiqué conjoint pour fustiger la décision de la tutelle de réformer le cycle du master. Les étudiants rejettent toute idée de limitation des bourses en master et exigent la reprise effective des sélections d'une année académique apaisée. Voici Sambarou Okandé, président de séance de la coordination des étudiants de Saint-Louis. Il est avec Yves Tandaï. Ce que nous fustigeons ensemble, c'est la décision unilatérale prise par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui consiste à octroyer la bourse par quota aux étudiants de Master 1 de l'année académique 2020-2021. Il faudra le rappeler, la première décision que le ministre avait prise était de suspendre la sélection des étudiants en Master. C'est après des revendications que les représentants d'étudiants ont eu à faire, après des cessations d'activités pédagogiques, des descentes sur la nationale, que le ministre de l'Enseignement supérieur est revenu sur sa décision. Et aujourd'hui, au lieu d'accompagner les universités à la pacification de l'espace universitaire, le ministre s'illustre avec une autre décision unilatérale et impopulaire qui consiste à octroyer la bourse par quota aux étudiants de master. La coordination des étudiants de Saint-Louis, après avoir été informée de cette décision, la première chose qu'elle a eu à faire, c'est de sortir un communiqué à la date du 10 avril 2021 pour alerter l'opinion nationale et les autorités internes sur le caractère dangereux d'une telle décision et sur ce qu'elle pourrait entraîner comme instabilité au sein de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Mais après quelques jours d'observation, ce que nous avons eu à obtenir comme réponse, c'est un silence notoire de la part de ces autorités. La moindre des choses que ce ministre puisse faire, c'est d'accompagner les étudiants. Et aujourd'hui, il est en train d'installer les universités du Sénégal dans une situation inédite. Car jamais dans l'histoire de l'enseignement supérieur, un ministre a osé prendre une décision aussi unilatérale sans associer les étudiants pour dire qu'il va faire une réforme qui ne dit pas son nom. Le ministre doit revoir sa position aujourd'hui. La commune de Fimela, dans le département de Fatick, est privée d'eau depuis 2 ans et la situation est dramatique en ce mois de Ramadan. Les mesures annoncées par l'Office de forages ruraux pour atténuer la souffrance des populations n'ont rien donné. Alors ces populations continuent de consommer l'eau des puits, les réceptifs à genoux avec 80% du personnel au chômage. Gorsar. La pénurie d'eau continue ses dégâts au niveau de la commune de Fimela dans le département de Fatick. Le liquide précieux ne coule plus des robinets depuis 2 ans et la situation est catastrophique à ce mois béni du Ramadan où la chaleur dicte sa loi à l'intérieur du pays. Les populations se rabattent sur les puits et les charrettes qui transportent de l'eau impropre à la consommation. Les camions citernes mis à leur disposition par l'Office des forages ruraux sont incapables de ravitailler tous les 16 villages de la commune. Les réceptifs hôteliers sont à genoux avec 80% du personnel au chômage à cause de cette situation. Les mesures alternatives qui ont été prises par le fort pour atténuer la souffrance des populations n'ont rien donné comme résultat et aucune information n'a été livrée. Lamine Gorfaï, habitant de Yayem. La situation est catastrophique parce que ça fait au moins 2 ans où la commune qui polarise 16 villages a un problème d'eau. Maintenant, en cette période de Ramadan, il est beaucoup plus difficile. Toute la population achète de l'eau. Et pour la vaisselle, et pour la cuisine, et pour boire, et pour se laver. On est en train de chercher de l'eau au niveau des puits. Et ces puits n'ont pas cette sécurité ou l'hygiène qu'on requise, qu'on peut espérer. Et les charretiers vont puiser cette eau dans la brousse, dans les jardins, un peu partout, pour avoir de l'argent. À qui mieux, parce qu'on ne regarde même plus la qualité, mais on regarde la quantité. On nous avait demandé d'attendre jusqu'en fin mars. Aujourd'hui, on est au mois d'avril, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'information. Chose qui est beaucoup plus grave. Aujourd'hui, les hôteliers sont dans une situation très catastrophique. Tous les employés sont à 80% au chômage. Cette pénurie criarde d'eau concerne toutes les 5 communes de l'arrondissement de Fimela, mais la situation est plus cruciale au niveau de la commune de Palmarin-Fakao. Ngor Sarr, Fatick, Sud FM. Un peu de sport avant de boucler ce journal. Super League, 12 clubs européens ont annoncé leur volonté de créer une compétition dénommée Super League qui va concurrencer la Ligue des Champions et cette nouvelle n'est pas du goût
de l'UEFA qui menace de suspendre ses équipes. Quelles conséquences sur les joueurs africains et leur sélection nationale? La réponse de Abou Bakriba, directeur général de CIS Média en Guinée. Il est joint par Elias Malik. Du point de vue africain, il y a eu cette menace brandie par le président de l'UEFA, notamment, qui veut parler de priver les joueurs dont les clubs participent, de leur priver de sélection. Je trouve ça très, très injuste. Qu'aujourd'hui, qu'on dise, par exemple, que le Sénégal, que la fédération, l'association nationale du Sénégal sera privée de ses meilleurs joueurs parce que un président de club a décidé d'utiliser ses salariés dans une tâche qu'il aura choisie lui-même. Le président de Liverpool décide de faire jouer Sadio Mané dans une compétition en Europe qui ne touche ni de près ni de loin le Sénégal, et c'est le Sénégal qui va payer les pots cassés. Ça me paraît quand même absolument absurde. Du point de vue de l'équité, puisqu'on parle d'équité, de solidarité, je pense que c'est vraiment absurde. Donc oui, en ce moment, on joue les surenchères, etc. Mais je pense qu'il n'arrivera absolument rien en international sénégalais, égyptien, algérien, international africain, brésilien ou un autre international en participant à cette Super League. Maintenant, comme je dis, tout va résulter de ces négociations qui continuent parce qu'ils négocient depuis longtemps. Vous avez vu, même le président de l'UEFA a dit que pas plus tard que le samedi, dans l'après-midi, il était en contact avec Agnelli, qui est aujourd'hui une des têtes pensantes de la Super League. Ils continuent à négocier entre eux. C'est une affaire de gros sous. On met en avant l'éthique, l'équité sportive, le fair play, et au nom de cette équité et au nom de cette éthique, on ne peut pas, de mon point de vue, sanctionner une sélection africaine ou alors une autre sélection, sanctionner tout un peuple, toute une nation, parce qu'il y a un président de club qui a décidé que le joueur qu'il paye, il va l'employer où il veut. N'oublions pas aussi que quand tu payes un joueur, c'est toi qui détermine là où il va jouer. Et au nom de cette décision d'un tierce privé lointain, on va condamner toute une nation, tout un peuple, toute une sélection nationale. La réponse de Abou Bakriba, directeur général de CIS Média en Guinée. L'association sénégalaise des anciens de l'INSEP se porte également sur les fonds. Elle compte jouer sa participation pour le rayonnement du sport. Pape Ndour, le président de l'association, est joint par Elias Malik. L'association, regroupant d'éminents spécialistes, conseillers d'inspecteurs de la jeunesse, de postes d'éducation et des managers, compte être une structure de proposition, de contribution à l'endroit de toutes les autorités en charge du sport sénégalais, particulièrement le ministère des Sports et le ministère de l'Éducation nationale. Pour le ministère de l'Éducation nationale, l'association compte amener sa contribution sur le sport à l'école. On a connu l'IASU, qui a produit beaucoup de talents, Mali Souri et de grands noms, qui a connu une léthargie et aujourd'hui qui est relancé depuis 2011 entre le ministère de l'Éducation et le ministère des Sports à travers un comité national de gestion du sport scolaire. Il est question de mettre en place une fédération du sport scolaire et une fédération du sport universitaire. Donc l'association compte amener sa contribution pour améliorer la pratique au niveau du sport à l'école et détecter des talents. Maintenant, au niveau du sport de compétition, l'association compte apporter sa contribution dans la définition de la politique sportive s'il y a lieu de le faire. Aujourd'hui, le ministère des Sports travaille sur le code du sport et nous sommes disponibles et prêts à apporter notre contribution. Concernant aussi l'éducation aux valeurs, aujourd'hui on constate beaucoup de violence dans les stades. En date, la dernière c'est au niveau de l'arène nationale. Tout ça c'est des questions de civisme, n'est-ce pas, des vertus du sport qu'il faut développer et inculquer aux sportifs. Et là, l'association est vraiment outillée de compétences pour amener sa contribution. Donc, au niveau du sport de masse et de loisirs, l'association compte amener des contributions aussi pour que tous Sénégalais et tous Sénégalais puissent pratiquer le sport de son choix. Et on sait qu'aujourd'hui, les personnes à handicap sont laissées en rade. Donc, il est question aujourd'hui de développer une politique sportive où chaque Sénégalais, de façon inclusive, puisse pratiquer ce sport. Nous n'oublions pas aussi le sport corporatif, on n'en parle plus maintenant, alors que dans les entreprises, dans les services publics, la pratique du sport est un élément de performance. Donc l'association est prête à amener sa contribution à tout point de vue sur ces différents niveaux de sport. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sportive. 18h30 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio et nous accueillons la page économie avec Raphaël Emmanuel. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie.
Bonjour. Près d'1 milliard de francs CFA, c'est le cumul généré l'an dernier sur les recettes provenant de l'exploitation rationnelle des 3 forêts aménagées de la région de Sédhiou. C'est le commandant Ismaël Agnan, inspecteur régional des eaux et forêts de Sédhiou, qui l'a fait savoir lors de l'ouverture du poste forestier de Dialokunda. C'est l'objet de ce reportage signé Moussa Dramé. Sous la conduite de l'Association des volontaires pour la protection de l'environnement AVPE, les groupements de femmes de Dialokunda dans l'extrême nord de la région de Sédhiou, frontalier à la Gambie, développent du maraîchage pour combattre l'oisiveté et la pauvreté. Cette activité de résilience est rendue possible grâce au soutien du projet microfinancement du Fonds mondial pour l'environnement. Kombasal, une habitante de Toubafal, déclare en tirer profit sur toute la chaîne de la production. Leur promoteur, Imam Elhaj Mamadou Diallo, ne s'emporte que mieux. Nous souhaitons que les partenaires renforcent leur accompagnement pour permettre à ceux qui sont désœuvrés de trouver une occupation. Qu'ils fassent du maraîchage et tirer profit de l'hivernage et pouvoir récolter au moins 2 fois l'année. La volonté du chef de l'État, nous le savons, c'est que chacun trouve un bien-être chez lui. Avec le Fonds d'appui à l'environnement et du développement durable, ces groupements de femmes veillent à la protection de l'environnement de concert avec les services forestiers. L'inspecteur régional des eaux et forêts de Sédhiou, le commandant Ismaël Agnan, décline le double intérêt de la préservation de l'écologie et de l'économie. Je vous donne l'exemple des forêts aménagées. Aujourd'hui, nous en avons 5 dans la région de Sédhiou, dont les 3 sont mises en œuvre. Et rien que pour la campagne écoulée, le chiffre d'affaires de ces 3 forêts avoisiner le milliard. Il ajoute que d'autres mécanismes sont en cours pour accroître les opportunités. La semaine passée, il y a une mission de la direction qui était venue pour faire des prospections sur 3 forêts à aménager le long de la frontière. Sans compter la nouvelle forêt classée de Badimbourg qui fait toujours partie de la région de Sédhiou. Mieux dynamiser l'animation économique pour que les populations s'approprient de ces forêts, l'entretiennent et générer des revenus. Cette initiative est souvent conjointement développée avec les voisins de la Gambie, notamment dans le domaine de la foresterie, comme l'a témoigné Chief Aladji Dembasagnan de Kian Central Lower River Division. Dialokunda se positionne donc au rang des villages émergents résolument engagés à s'affranchir de la pauvreté grâce à leur promoteur et concitoyen Imam Elhaj Mamadou Diallo. Moussa Dramé Sédhiou, Sud FM. Ça n'est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Aïssatou Gueye-Ba. 18h34, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Les obsèques nationales du président Idriss Déby prévues ce vendredi 23 avril. Le président tchadien décédé ce mardi au front. Un conseil militaire de transition à la tête du pays dirigé par Mahamad Idriss Déby. Qu'est-il réellement? Les défis qui l'attendent? Vous avez suivi les éclairages dans ce journal avec Baye Omar Gueye. En tout cas, la mort de celui qu'on surnommait le maréchal risque de déstabiliser le Tchad. Plusieurs enjeux sécuritaires notés dans la sous-région. Plusieurs chefs d'État se sont inclinés devant la mémoire du défunt, dont le chef de l'État Macky Sall. Justement, ici à Dakar, les travailleurs des 3 centres de traitement épidémiologique de l'hôpital principal sont en colère. Depuis 4 mois, ils courent derrière leur motivation. L'Alliance des syndicats autonomes de la santé, en double somme, réclame également les paiements des primes Covid-19 dues aux ayants droit. Ils ont tenu un point de presse à la place d'un sit-in annoncé ce mardi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Pape Abdoulaye Dieye qui en a assuré la mise en onde. À 21h, retrouvez Adam John pour le prochain bulletin d'information. Ce sera en Wolof, bien entendu. Mais ne bougez pas, restez sur nos ondes. Dans un instant, votre rubrique Sud Éducation avec Mariem et Aïda. Mais alors, tout juste après, retrouvez la page Ramadan avec Amadou Moussafa Dia.